Trump, un atout en or. Deuxième, l'homme en or. Dans cette première partie, nous avons évoqué les aspects symboliques, à savoir l'obsession de l'or, du faste et autres aspects, plutôt historiques, mythologiques et symboliques. Et nous avons vu aussi qu'il était extrêmement facile de choisir, de regarder d'un côté ou d'un autre par rapport à ce qui nous est présenté sur les personnages ou sur les situations. Quand on est partisan, il est extrêmement facile d'accuser l'autre, de dire des choses qui sont fausses ou de monter en épingle. Et d'un extrême à l'autre, la présentation du personnage peut être extrêmement différente. Nous voyons sur certaines photos un visage et une attitude pleine d'empathie, et sur d'autres nous voyons l'absolu contraire. La vulgarité, l'arrogance, la brutalité, la violence, que choisir ? Nous voyons que Trump est un personnage public avec les couvertures du Times. Pour quelqu'un d'unanimement décrié, c'est un peu beaucoup, mais pourquoi pas ? L'homme de l'année. Et quand je propose, par exemple, je fais référence à ce qu'a dit une personnalité publique, présentée comme un sonneur d'alerte, comme un alternatif, comme ce qu'on veut, il est généralement, plus que possible, et très probable que cette personne déchaîne des vagues de passion contre elle. Oui, mais David Icke, c'est un reptilien lui-même, c'est l'opposition contrôlée. Oui, mais Rocksocker, il est pas net, il parle de trucs à la con. C'est tout à fait vrai. Mais ce qu'il nous faut prendre en compte, si quelque chose fait sens, que vous ne connaissez pas la source de la référence, mais que cette chose fait sens, elle fait sens. Et si en apprenant qui en est la source, ça vous dérange, c'est que vous êtes en conflit émotionnel d'une manière ou d'une autre. Mais une vérité, c'est une vérité. S'il fait chaud ou s'il fait froid aujourd'hui, ne dépend pas de qui me l'a dit. Est-ce que c'est une personne digne d'intérêt, de confiance et d'amour ou voilà, l'affaire reste un fait de toute façon. Donc l'or, de l'or partout. Alors c'est un milliardaire, un multimilliardaire qui fait étalage de sa fortune d'une façon qui est tout à fait bien vue aux États-Unis, paraît-il. Donc réfléchissons un instant où se situe Donald Trump sur cette pyramide de richesse, de pouvoir et d'influence. Les rapports de Trump et de la communauté israélite, on va dire les rapports de Trump et d'Israël. Les rapports de Trump avec une partie de la communauté israélite extrêmement liée au pouvoir sont évidents. Le cercle rapproché de Trump depuis son début dans le monde des affaires est également composé de personnages, non pas seulement d'origine israélite, mais extrêmement pratiquants et engagés dans des groupes qu'on peut qualifier de sectes religieuses, donc de groupes particuliers, avec des buts et des idéologies particulières au sein même de l'idéologie du judaïsme. Ce sont des groupes d'influence. Et certains peuvent absolument être qualifiés de sectes dans le sens moderne, du fait qu'ils ont des façons de vivre qui sont tout à fait en dehors de la société, avec des croyances qui sont également extrêmement arrêtées et qui ne concernent que leur groupe, qui ne sont pas prosélytes, qui sont fermés, qui concernent une idéologie d'un peuple d'élection qui serait le seul sauvé. Donc le judaïsme messianique. À ce titre, le mariage d'Ivanka Trump, donc l'aînée des filles Trump, avec un héritier d'une famille juive messianique liée à une secte dite Chabad, donc que moi je connais sous le nom de Lubavitch, une idéologie extrêmement sectaire, peut-on dire, dans un sens neutre, parce que ce qu'on qualifie en général de secte, il faut vraiment se méfier de qui dit ça, mais secte religieuse dans le sens historique, c'est-à-dire schisme religieux, un courant très particulier et fermé, non prosélyte et qui ne se mêle pas aux autres. Donc à ce titre, ce mariage ressemble à une alliance de pouvoir, comme on peut en voir dans ce qui nous est enseigné comme l'histoire, par exemple l'histoire de la royauté dans nos pays, des alliances de famille, des alliances de lignée. Alors, j'ai évoqué également la relation incestueuse ou quasi-incestueuse, mais moi je pense que c'est une relation consommée, avoir le langage corporel, entre Donald Trump et sa fille Ivanka. J'ai évoqué aussi le fait qu'Ivanka est en transsexuel, donc un homme transformé en femme, et ça à un âge précoce, et pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Alors, par rapport à ça spécifiquement, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai fait d'autres émissions, et il en existe un sur le sujet, de transvestigation et d'inversion des valeurs par les élites.
Il semble aussi qu'à un titre ou à un autre, Ivanka soit véritablement la créature de son père. C'est-à-dire que, par exemple, il encourage l'adolescence à se faire des implants mammaires pour, alors soi-disant pour favoriser sa carrière de mannequin. Je sais pas, à 14, 15, 16 ans, on est mannequin enfant. Réfléchissez-y. Alors le rôle bien sûr d'Ivanka, le rôle politique d'une ancienne mannequin, enfin mannequin c'est aussi c'est quand ces personnes-là de la jet set, ces jeunes personnes qui n'ont rien à faire de toute leur journée, qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, elles sont mannequins, c'est-à-dire qu'elles se font maquiller, coiffer et puis après elles marchent. Parées comme des sapins de Noël et puis on les regarde et on les photographie. Voilà, ça c'est un métier, n'est-ce pas ? Et je connais un peu la question, parce que j'ai été assistante photographe dans des studios de mode. Donc on a parlé de la judaïté, on a parlé de la mafia juive autour de Donald Trump, on a parlé de ses rapports particuliers avec les proxénètes Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, de ses rapports avec les Clinton, qui sont accusés de pédocriminalité et de choses encore plus graves, en plus de trahison bien sûr. On a évoqué le fait que la famille Trump et Donald Trump en particulier figuraient sur le carnet noir de Jeffrey Epstein. Ce qui nous amène à nous demander si ces personnages sont de connivence ou s'ils sont liés par des liens d'intérêt et de chantage réciproque. Est-ce que ce sont des opérations qui servent à couvrir d'autres opérations, le suicide d'Epstein étant manifestement un faux suicide avec exfiltration, une opération du Mossad. Comme on lit ça et là, Trump serait manipulé par le Mossad. Le Mossad, donc les services secrets d'Israël. Mais qu'il y a derrière Israël? Israël n'est pas un pays, Israël est une entité de pouvoir qui a ses ramifications, bien sûr, à la Maison Blanche et un peu partout. Et il y aurait plusieurs entités de pouvoir. On parle de la couronne d'Angleterre, de l'entité sioniste. Alors le Vatican en soi ne représente pas, selon moi, un pouvoir. C'est encore un niveau de pouvoir qui agit pour un pouvoir plus profond. Alors les rapports du maire Giuliani et homme à tout faire, nettoyeur de Trump. Un type extrêmement étrange, et Giuliani, bien sûr, il fait un peu parrain de la mafia, celui qui a détruit les preuves de la destruction contrôlée des tours, vraisemblablement à la demande de Bush Junior, mais Bush lui-même n'étant qu'une marionnette, à l'instar de Trump, d'un pouvoir plus profond. En tout cas, tous ces gens-là sont des traîtres, des menteurs, des gens qui jouent un double jeu. Et nous avons vu Giuliani pour un gala de charité, habillé en travelot. Et ça correspondrait à un rituel, un passage rituel pour les hommes de se travestir, de porter la robe ou la jupe, de le faire en public. Ça correspondrait à quelque chose de rituel. Bien, nous avons évoqué aussi le personnage public de Trump. Alors c'est un homme d'affaires. Une espèce d'homme d'affaires véreux, mania de l'immobilier, donc un type qui manie des gros sous, qui a des casinos qui font banqueroute. Donc les casinos, c'est lié au blanchiment d'argent. Là, il sort avec des mannequins. Donc qu'est-ce que mannequin veut dire? Je vous demande de vous interroger, de regarder à nouveau les photos de ces êtres, ces personnages, qui sont des personnages fabriqués et également des transsexuels. Alors tout est faux, les seins, les fesses, le ventre, le visage, tout est implanté, raboté, rajouté, tout est faux. Avant même de passer à la séance de pose, aux éclairages et au maquillage, tout est faux. Voilà, donc reparlons des tours. Alors quand Trump dit que sa tour est la plus haute, je pense que c'est une fanfaronnade, il faudrait vérifier avec les chiffres, mais en fait on s'en fiche. Mais en fait c'est de ça qu'il est question, il est question de la tour la plus haute. Pourquoi est-ce qu'il construit des tours ? Pour être tout en haut. Ça nous rappelle cette idée de pyramide et cette idée de domination. Le tour de Babel, de rêves grandiloquents. On a parlé des étages, je vais revenir là-dessus. On m'a fait une remarque qu'en fait ce n'était pas 66 mais 68, mais je vais revenir là-dessus. Un détail aussi a attiré mon attention, qui est sur lequel je voudrais revenir, le cylindre de Cyrus. J'ai juste fait une petite démonstration en image, mais je pense qu'on peut en reparler. Tout cet or, ces figures d'Apollon constamment, et du lion, tout ça ce sont des formes d'engrammes.
C'est-à-dire que si ces gens manipulent les symboles, c'est pas juste parce qu'ils sont tarés ou mégalos, c'est parce que dans ces symboles et la réaffirmation constante des symboles, il y a l'accomplissement d'un rituel. Or, ces rituels ont une fonction, pas uniquement psychique, une fonction énergétique évidente. C'est pour eux autant que pour nous. Il nous faut vraiment démêler qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de faire sous nos yeux. On va revenir sur Trump et la tempête. La tempête et le tonnerre. Nous voyons que Trump est comparé à Zeus, il est comparé à Cyrus, il est comparé à Apollon, il est comparé à tout un tas de personnages puissants de l'Antiquité. Cyrus étant particulièrement un personnage non juif qui est mis à l'honneur par les juifs parce qu'il permet au peuple juif de redevenir ce qu'il veut. Nous voyons à travers cette obsession de l'or et cette obsession des personnages solaires, nous voyons émerger la figure de Sol Invictus, qui est le dieu solaire qui est honoré, nous allons revenir par qui, mais qui était honoré par les Romains, Sol Invictus. Donc tout culte solaire ou crypto-solaire, c'est-à-dire ce culte solaire caché sur la planète, est une exportation, une transposition du culte solaire de Sol Invictus, sur lequel nous allons revenir dans un instant. Cyrus, qui est véritablement Cyrus? Nous allons revenir sur tous ces personnages et en fait ce personnage, cette entité qui a autant d'avatars, qui nous ramène toujours à l'or, au soleil, voire à la tempête, et le personnage de l'homme fort, de l'homme Dieu, et donc du sauveur. Le personnage de l'homme fort, de l'homme de pouvoir, de l'homme d'autorité, le mâle alpha, on pourrait dire, à qui on va passer toutes ces frasques parce que c'est un homme viril, un général d'armée, un milliardaire, c'est-à-dire un homme qui réussit en affaires, un homme qui réussit avec les femmes, un homme qui réussit avec l'argent, un homme qui réussit avec tout. Donc c'est un modèle à l'américaine de l'homme qui réussit, qui se fait tout seul et qui est l'homme puissant. Puissant sexuellement, puissant par l'argent, puissant par le pouvoir politique. Bon, tout ça c'est faux, bien sûr, tout ça c'est du bidon, mais c'est l'image qui est projetée. Donc l'homme aussi qui est investi d'une mission spirituelle, donc finalement le sauveur, l'homme-dieu, le dieu solaire. C'est parti. Nous voyons bien qu'à travers les images que Donald Trump projette de lui-même, à travers notamment ses séances photos, ses images très mises en scène, de gens qui prient autour de lui ou du drapeau, Trump se met en scène comme celui qui va redonner sa grandeur à l'Amérique, et celui qui va redonner sa grandeur à la notion d'État et de pouvoir. En réalité, par cette manipulation de l'image, du discours, on nous envoie des messages contradictoires entre ce qui nous est dit et ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, c'est un homme qui s'occupe de sa propre grandeur. Il vit dans le faste, dans le luxe, dans l'opulence, l'or, et il s'entoure de symboles du pouvoir et de symboles de réussite, comme les femmes jeunes et glamour couvertes de bijoux et de robes très coûteuses. Donc il évolue dans un univers d'argent, de faste, d'élite de l'argent, d'hyperluxe et d'hyperclasse. Voilà, ça c'est le message qui nous est envoyé. Le monde de ces personnages-là est un monde qui est extrêmement codifié. Alors ce monde de grand luxe, d'oisiveté, ce monde de l'hyperclasse, ce monde des élites, c'est aussi un monde quasiment mythologique, où les êtres qui évoluent là peuvent absolument tout se permettre. Ce sont eux qui définissent nos standards et notre culture, et ce sont eux que nous allons essayer d'imiter. Ce sont nos idoles au sens propre. Nous avons l'archétype de l'homme fort à qui rien ne résiste, nous avons l'archétype de la femme, là nous avons Aphrodite, Vénus, enfin la quintessence de la féminité. Bon, ce n'est pas une femme, ce ne sont pas des femmes, ce sont des transsexuels, mais ils nous sont présentés comme les archétypes. Et là nous évoluons clairement dans le monde mythologique. On pourrait dire, alors, mythologie ou mythomanie? Eh bien les deux. Et pourquoi cette obsession maniaque de toujours rejouer les mêmes scènes, que ce soit dans les célébrations officielles où les symboles sont toujours remis
sur le devant de la scène la flamme du soldat inconnu qui est en fait la flamme de Lucifer, la flamme olympique qui est donc elle aussi la flamme de Lucifer, les drapeaux, les étoiles. Tout ceci est un rituel à destination collective. Quel est le but du rituel? Nous faire entrer dans un état de conscience modifié. Je n'exagère pas. Et ce rituel est aussi bien pour eux que pour nous. Nous, il nous met dans un état de transe et il nous met en contact avec des images et des énergies que nous ne comprenons pas. L'explication qui nous en est faite est l'explication qu'on donne aux profanes ou aux initiés des premiers degrés. Vous allez voir le parallèle avec la franc-maçonnerie là-dedans. C'est-à-dire les initiés des premiers degrés, on leur dit des choses tout à fait anodines, mais les initiés des degrés supérieurs savent que ce qui est en train de se passer, c'est autre chose. Donc les choses qu'on nous présente n'ont jamais rien à voir avec la réalité des faits. En fait, c'est sous nos yeux pour que nous donnions notre pleine et entière adhésion à ce qui est en train de se passer et que nous y participions de plein gré et de tout notre être. Mais ce qui se passe, c'est que nous prêtons notre concours et nous donnons notre énergie à quelque chose d'autre. Dans les grands-messes actuelles que sont, plutôt qu'étaient, puisque ce monde est désormais révolu, par exemple les matchs de foot, où un très grand nombre de personnes sont réunies au même endroit, dans un état émotionnel absolument exacerbé, ou les grands concerts rock, on peut dire à peu près la même chose, c'est d'ailleurs même souvent dans des stades. Qu'est-ce que c'est que ce stade? Qu'est-ce que c'est que ces espèces d'arènes, hein? Souvent c'est les noms des très grandes salles de concert sont assez symboliques. Hein. À quoi ça sert? Faire monter l'excitation émotionnelle jusqu'à un certain point et après rediriger cette excitation vers l'idole. Alors dans le foot, nous avons un combat. Je reviendrai peut-être un jour sur ce que c'est qu'un match de football au niveau symbolique. Hein. Et dans les concerts, il y a une espèce d'amour qui est absolument exalté pour l'idole et qui est redirigé vers ce personnage qui est chargé, à son insu ou pas, ça j'en sais rien, je suppose que non, chargé d'être le réceptacle de toute cette énergie. Alors cette énergie, elle va être redirigée et récupérée d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas exactement comment, mais nous pouvons voir à peu près comment ça se passe, quoi. Pour qui et pourquoi cette énergie est importante. Et vous verrez aussi que la symbolique des concerts, surtout des stars américaines, hein, qui focalisent beaucoup plus d'attention que les autres naturellement, est très souvent centrée de façon maniaque et maladive, en tout cas cyclique, sur la symbolique égyptienne. Nous avons vu Madonna, nous avons vu Katy Perry et d'autres arborer ces symboles égyptiens, ces pyramides Illuminati, Beyoncé, enfin tous ces êtres hybrides s'adonnent à une espèce de transe frénétique qui est appelée de la danse. Pareil, on pourra un jour vraiment s'intéresser à ces gesticulations particulières et la symbolique qui s'y rattache. Alors, ils sont mythos? Oui, ils sont mythos. Clairement, ils sont mythomanes et ils sont aussi mythologiques. D'ailleurs, quels que soient les mythes, je parle d'Égypte, j'ai parlé de Cyrus, il faudrait qu'elle choisisse, là, c'est l'Égypte ou c'est la Babylonie ou c'est Sol Invictus, le dieu des Romains. D'ailleurs, le dieu des Romains peut pas être à l'origine un culte plus ancien. Non, effectivement, j'ai un peu laissé entendre ça, mais en fait, il s'agit d'avatars, c'est-à-dire de projection, on pourrait dire, finalement, des mêmes énergies et des mêmes archétypes. Et ces personnages sont revêtus, au cours du temps, des attributs de l'époque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez sans doute vu des tableaux de l'époque classique, ou de l'époque, on va dire, médiévale, des tableaux représentant des scènes bibliques. Alors, parfois, ces personnages sont en costume biblique, mais parfois, ils sont, plus on remonte tôt dans l'histoire de la peinture, plus ces personnages sont en costume contemporain. Ce qui fait dire à certains qu'en fait, l'histoire de Jésus en Palestine ne s'est pas passée en Palestine il y a 2000 ans, mais beaucoup plus tard en Gaule. Ça, c'est aussi une piste intéressante, mais comme tout est à la fois vrai et faux en même temps, on peut s'ouvrir l'esprit et écouter ces histoires, voir ce qu'elles veulent nous dire, et en quoi elles sont à la fois vraies et fausses, hein, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il était de coutume de représenter des scènes bibliques, donc antiques, en costume contemporain.
contemporain de l'époque, c'est-à-dire 12e, 13e, 14e siècle. C'est comme si on représentait Jésus en vêtements contemporains, ce qui s'est fait dans les années 70, le mec en jean avec les cheveux longs, torse nu, avec des colliers, des fleurs, des choses comme ça. Et là, qui serait par exemple Cyrus le Conquérant au casque d'or? Les militaires ne portent pas de casque d'or, mais ils portent par contre des uniformes de parade. Enfin, et quand ils vont au combat, ils ressemblent à des vrais hybrides Robocop. Les soldats, pas leurs généraux. Mais il faudrait vraiment arriver à voir se dégager derrière ces images mythologiques que nous voyons toujours représentées dans leur contexte d'origine, qui sont ces mêmes personnages mythologiques si nous les revêtons des habits de notre époque, maintenant. Quels sont les symboles? Quels sont les symboles de pouvoir? Quels sont les symboles de puissance? Quels sont les symboles de féminité? Quels sont les symboles de royauté? Quels sont les symboles du clergé? Essayons de faire les transpositions. Qui serait Apollon? Qui serait Aphrodite? Qui serait Héphaïstos? Qui serait l'un? Qui serait l'autre? Parce que les rôles se redistribuent constamment. Voilà. Et à ce propos, reparlons de Cyrus un instant. Donc le roi Cyrus n'est pas un roi juif, mais il est très à l'honneur chez les juifs parce qu'il a permis aux juifs de quitter Babylone, dont ils étaient captifs, pour retourner reconstruire le temple de Jérusalem, qui est un fantasme, un fantasme du peuple juif, s'il existe quelque chose de tel que le peuple juif. Voilà, c'est quelque chose qui habite l'imaginaire de la communauté juive, la reconstruction du temple. C'est à peu près aussi fort que l'attente du Messie dans la communauté. Bien. Or, nous avons un ornement dans le penthouse de Donald Trump. Ces espèces de colonnes qui soutiennent la rampe d'escalier m'ont immédiatement fait penser au cylindre de Cyrus, que j'ai vu en passant, comme ça, en m'intéressant à Cyrus. C'est pas très difficile à trouver, c'est pas quelque chose d'extrêmement caché. Alors ça s'appelle le cylindre de Cyrus, c'est pas tout à fait un cylindre comme vous allez voir, c'est un cylindre renflé d'argile sur lequel a été gravé, embouti en cunéiforme, l'histoire de la conquête de Babylone, qu'il a fait écrire lui-même, l'histoire donc des vainqueurs. Et cette pièce est conservée au British Museum, Londres, l'un des piliers de la royauté actuelle, le symbole de la royauté est la famille royale d'Angleterre qui est liée à toutes les structures régnantes actuelles, ainsi qu'à toutes les structures de pouvoir, puisque, en fait, la famille royale d'Angleterre serait apparentée, de près ou de loin, à tout un tas de personnages qui ont été impliqués dans les rouages du pouvoir, à un titre ou à un autre, en tant que conseiller, ou que le président Bush serait affilié, mais plein d'autres, plein d'autres, voilà. Mais ça n'est pas officiel. Manifestement, cet ornement représente le cylindre de Cyrus, et pour ceux qui trouvent que c'est trop tiré par les cheveux, tout ce qui constitue la décoration de ce lieu est symbolique. J'ai déjà attiré l'attention sur les doubles colonnes. C'est pas moi qui ai trouvé ça, mais la double colonne maçonnique Boaz Yakin se retrouve absolument partout à l'étage du salon. Mythologie, mythomanie. Trump se prend pour Apollon, avec ses cheveux dorés et son culte de la personnalité. Ça n'est pas anecdotique. Ce personnage d'Apollon, c'est le dieu lié au soleil. Apollon est le fils de Zeus. Donc Zeus, c'est le dieu des dieux et c'est le dieu du tonnerre. N'est-ce pas? C'est l'équivalent de Thor et d'autres dieux babyloniens qui sont les dieux du tonnerre. Il me semble que Baal est aussi le dieu du tonnerre. Donc Trump est Apollon, mais Trump est aussi Zeus, c'est-à-dire qu'il cumule en fait, et ces personnages cumulent les fonctions symboliques. Qui est Apollon? En plus d'être ce personnage particulier de la mythologie grecque, Apollon est cité dans la Bible. Alors pourquoi je parle de la Bible? Parce que la Bible, c'est l'un des endroits où ont été engrammées les prophéties autoréalisatrices, n'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Apocalypse 9, 11, à leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Abaddon est le mot hébreu, Apollyon ou Apollon est le nom grec. Apollon est l'ange de l'abîme. Donc de l'ange de l'abîme à Lucifer, vous voyez, il n'y a qu'un pas. En fait, l'ange de l'abîme est aussi un avatar de Lucifer et de Satan. Donc clairement, ce personnage d'Apollon n'est pas que le dieu solaire,
Mais le dieu solaire est l'ange de l'abîme. J'ai parlé également de Sol Invictus, qui est le dieu solaire, le culte rendu au dieu solaire chez les Romains. C'est un avatar de la même chose. Or, par qui est invoqué Sol Invictus de façon contemporaine? Qui rend un culte à Sol Invictus actuellement? Ce sont les francs-maçons. Les francs-maçons nomment Sol Invictus comme ils nomment Saint Jean, comme ils nomment d'autres entités, notamment Lucifer, mais pas dans les grades les plus bas. Bien. Le culte de Sol Invictus est également le culte de Mitra. Donc Mitra, un dieu importé d'Inde, mais qui s'incarne dans le panthéon du Moyen-Orient. Ahura Mazda, Mitra, il gagne un H dans l'histoire, mais bon. Hélios, Sol Invictus, tout ça c'est de la même eau. L'or étant lié au soleil, hein, la symbolique de l'or est celle du soleil. Donc la course à l'or, la ruée vers l'or, la recherche de l'or et la manifestation de l'or correspond à un besoin rituel. Il faut qu'il y ait de l'or. L'énergie de l'or est particulière dans cette pensée-là. Un mot maintenant, puisque nous avons parlé des dieux et de ces dieux qui sont liés à la puissance, au vent et à la tempête, notamment Zeus, le père d'Apollon. Il convient de parler de la tempête. The storm, Trump is the storm. La tempête est arrivée, le calme avant la tempête. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. President? You'll find out. Ça fait partie de la rhétorique du mouvement QAnon, la tempête. La tempête va s'abattre sur les injustes. En fait, c'est quasiment une référence biblique. Le jugement de Dieu va s'abattre et donc Trump est la tempête. Essayez d'y voir ici une référence occulte. Trump serait le dieu de la tempête, donc il est Zeus, il est Thor, il est le représentant du dieu, du principe masculin tout-puissant. Parlons un instant de Q, ça c'est assez amusant. QAnon. Alors, à ce stade-là, il nous faut reparler de l'opération Trust, Operation Trust, qui est une opération qui a eu lieu de 1921 à 1927 en URSS, qui s'appelait Operation Trust, et qui était une opération psychologique pour faire croire à l'opposition anti-bolchevique qu'il existait une organisation monarchiste qui allait s'opposer à la révolution d'octobre et au communisme et au totalitarisme. En fait, il n'y avait rien. Et cette opération était montée de toutes pièces et elle a fini dans une paranoïa tentaculaire telle qu'il y a des volumes entiers des historiens qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'était de l'intoxication et de la fabulation et qu'est-ce qu'était la réalité. En tout cas, au final, les opposants ont été localisés et neutralisés, c'est-à-dire tués. Avec cette Operation Trust, opération confiance, il est difficile de ne pas faire le parallèle avec l'opération psychologique QAnon Trust Plan. Et puisque nous sommes dans la symbolique, voici donc pour le plaisir une petite citation de George Q. Cannon, vous noterez au passage, qui est un mormon et qui nous dit « Ne mettez pas votre confiance en l'homme, frère, bien qu'il soit évêque, apôtre ou président. Si vous le faites, ils vous trahiront à un moment ou à un autre. Ils feront mal ou feront semblant, et votre soutien aura disparu. » George Q. Cannon. Israël. Trump est-il juif ou pas? Il se définit lui-même comme étant à la fois juif et goy. Il aurait fait cette déclaration. Il est les deux. Donc en fait, il joue sur tous les tableaux. Mais bon, on n'est plus à ça près. Manifestement, il est l'homme des juifs, l'homme du Mossad. D'ailleurs, une couverture de magazine a titré « President-in-law » pour « son-in-law », gendre, ou comme qui dirait président, voilà, c'est un peu intraduisible malheureusement, « president-in-law ». Donc gendre se dit « son-in-law » et là nous avons « president-in-law », président par personne interposée. Kouchner est donc promu conseiller spécial. À quel titre, nous ne le savons pas. Il est l'héritier d'une famille très fortunée et d'ailleurs d'une famille extrêmement pratiquante. Une famille extrêmement pratiquante liée à la secte Lubavitch. Les Lubavitch s'habillent d'une façon très particulière en tout état de cause
porte la kippa. Jared ne s'habille pas comme un Lubavitch, bien qu'il s'habille en costume sombre, mais il ne laisse rien apparaître d'autre et ne porte pas la kippa. Il ne se présente pas comme un juif religieux. Ça pourrait être un petit peu choquant, mais il se présente comme un personnage ordinaire et moderne. Et avec ce mariage qui unit la famille Trump à la famille Kushner, avec des liens d'intérêt d'argent, Donald Trump gracie le père Kushner qui s'est rendu coupable de malversation. Mais là, nous avons une alliance de sang entre deux familles, destinée manifestement à maintenir le pouvoir dans une lignée. Et une lignée particulière parce que manifestement, il existe une relation incestueuse entre le père et la fille. La fille qui obtient le statut d'épouse et de première dame à la Maison Blanche, en ayant un bureau, en étant conseillère. Et j'ai évoqué le fait que Ivanka Trump était en fait un transsexuel, un transgenre. C'est pas moi qui ai vendu la mèche la première, mais de toute façon, ça n'a rien de personnel, c'est quelque chose c'est une maladie endémique des élites. Cette androgynie babylonienne, également la sexualisation précoce d'une enfant, manifestement d'un enfant transgenre. Et Ivanka, étant la fille du magnat de l'immobilier et multimilliardaire, est absolument désœuvrée, n'a absolument pas besoin de travailler. Elle deviendra donc femme d'affaires, certainement avec des tas de gens qui font le boulot pour elle. Et bien sûr, mannequin, ce qui correspond à l'un des faux statuts des élites. Acteur, mannequin, coureur automobile, par exemple. Ce qui nous amène à considérer le problème du népotisme. Toute la famille est donc nommée à la Maison-Blanche à un titre ou à un autre. Bon, d'une part, c'est que Trump n'a vraisemblablement pas grand monde autour de lui, et d'autre part, il s'agit d'une famille régnante. Ne nous y trompons pas. D'une famille extrêmement étrange, comme ces familles de l'élite, mais c'est pas la seule. Ivanka est la meilleure copine de Chelsea Clinton, la fille Clinton, jusqu'à temps qu'elle se brouille, bien sûr, comme Trump est un excellent ami du couple Clinton, jusqu'à temps que, bien sûr, ils se brouillent. Mais jusqu'à quel point est-ce que c'est vrai? Ils appartiennent au même réseau proxo-pédo, ils figurent sur le carnet d'Epstein, la famille Trump figure sur le carnet d'Epstein. Quels sont leurs rôles aux uns et aux autres dans les réseaux? On a bien vu avec Hillary Clinton, Pizzagate et les emails et tout un tas de gens qui ont parlé. Pour l'instant, personne n'a parlé sur Trump, à part les femmes qui l'ont attaqué et qui lui ont fait des procès. Mais reparlons un petit instant de ces réseaux pédoproxos avec le couple infernal Epstein-Maxwell, un couple qui n'en est pas un, bien évidemment, un couple d'abuseurs. Alors, derrière cette histoire, Trump a donné Epstein, il a collaboré dans l'enquête, il a banni Epstein de Mar-a-Lago. Mais jusqu'à quel point cela est-il vrai? Et bien sûr, on sait que dans ces milieux-là, personne ne se fait de cadeaux, et dans la mafia, on est frères jusqu'au moment où on devient ennemi mortel. En général, l'un n'empêche pas l'autre. Il est possible que Trump ait participé, d'une manière ou d'une autre, à l'opération qui vise à exfiltrer Epstein, l'opération du Mossad qui consiste à exfiltrer Epstein en simulant un suicide. Je veux dire, c'est une théorie qui sort pas du néant. À ce propos, voici un petit extrait de la saison, je sais plus, 3 peut-être de Sherlock. Oui, la fin d'une saison et le début de l'autre. Vous allez voir, il est question d'un faux suicide. On se sert du cadavre de l'un pour faire croire au suicide de l'autre, avec une mise en scène de grands moyens, des acteurs de crise et une mise en scène quasi hollywoodienne. Je vous laisse regarder.
the way down, right the way deep, right the way sound asleep. That's right. That's good. My voice just ends. And floating all the way around. And you will awaken in 3, 2, 1. Alors, en ce qui concerne les étages de la tour Trump, effectivement, la tour comporte 58 étages et est marquée comme en ayant 68. D'autre part, les appartements personnels de Donald Trump occupent, nous dit-on, 3 étages. Donc ce serait le 56, le 57 et le 58. Donc, dans le nouveau décompte, le 66, le 67 et le 68. Le 66e étant manifestement celui dont on nous montre les photos. Alors pourquoi cette histoire de 58-68 ? Eh bien, c'est une petite entourloupe, c'est un procédé commercial, un procédé financier. Plus la tour est haute, plus elle a de valeur. Eh oui, c'est ça le truc. Donc plus elle a de prestige, plus elle a de cote, plus elle a de valeur financière. Alors c'est faux, c'est un mensonge, elle ne fait pas 68 étages, elle n'en compte que 58. Il paraît que d'autres tours ont également subi ce traitement et Donald Trump les annonce comme étant plus hautes qu'elles ne sont, ayant un plus grand nombre d'étages qu'elles n'ont. Donc c'est un procédé habituel de tromperie, n'est-ce pas, et de mensonge concernant la hauteur, le nombre d'étages, de tricher sur les choses et quelque chose d'habituel. Nous avons là affaire à un menteur, un faussaire, un mythomane. Et puisque nous en sommes à parler de hauteur, posons-nous la question de la hauteur à laquelle se situe Donald Trump, ou plutôt l'échelon qu'il occupe dans cette pyramide de pouvoir et d'influence. Alors il paraît qu'il gonfle aussi sa fortune, comme il gonfle la hauteur de ses tours et le nombre d'étages. Pourquoi ? Pour avoir une cote plus importante qu'il n'a, pour avoir plus de crédit. Vous savez, selon l'adage, on ne prête qu'aux riches. Voilà, c'est un procédé courant. Dans la première partie, nous avons également vu Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York et homme à tout faire, avocat de Trump, déguisé en femme. Alors ce n'est pas anodin, il s'agit d'un gala de charité, c'est souvent sous couvert de gala de charité, les grandes célébrations lucifériennes qui peuvent se faire à la fois en comité privé et sous l'œil du public, parce que bien sûr c'est suivi par des reportages et des photographes people. Donc le fait de se travestir fait partie d'un rituel pratiqué par ces soi-disant élites, à la fois la confusion des genres, ancrer la confusion des genres, hommes, femmes, habillement, confusion de genre et de sexe dans l'esprit du public, et aussi accomplir un rituel de leurs rituels occultes, et de le faire au grand jour, le fait de porter la jupe pour un homme, ou la robe, ce qui nous rappelle à ces robes cérémonielles, et puis d'affirmer la bisexualité. C'est une façon imagée d'affirmer la bisexualité, et donc en fait une confusion, en plus d'une confusion de genre, une confusion de rôle sexuel et d'identité sexuelle. Mais je rappelle que Giuliani n'est pas n'importe qui, étant le maire de New York au moment des attentats du 11 septembre et ayant une certaine influence par rapport à l'autorité portuaire de New York, il détruit les preuves, toutes les preuves de la destruction, démolition contrôlée des 3 tours et non pas 2, et manifestement il couvre la destruction, enfin la dissimulation des boîtes noires et autres. Il est très fortement impliqué. Donc c'est un homme du système et c'est un traître à son pays, un renégat, quelqu'un qui est coupable de complicité avec des criminels, plus ou moins on peut dire contre l'humanité. Un mot sur Trump le bâtisseur. Il faut savoir que, en plus des tours un peu partout avec lesquels il fait du pognon et en plus de toutes ses autres affaires, Trump fait dans les casinos
Qui dit casino dit blanchiment d'argent. Or, l'un de ces casinos fait faillite 1 an après son lancement. Est-ce qu'il se débrouille mal ou est-ce que cette faillite permet, elle aussi, de blanchir de l'argent ? Le milieu des casinos est toujours lié au milieu de la pègre, de la prostitution. Nous ne sommes pas loin du Studio 54 où dans les années 80 il y avait des orgies, donc de la prostitution, de la drogue, tout un tas de choses. C'était très glamour. Trump décrit lui-même une scène à laquelle il a participé, parce que c'était un habitué du lieu, où il y avait... alors c'est assez symbolique je pense aussi, parce que c'est une des citations qu'on a de lui, qu'il y avait au milieu de la pièce 7 mannequins, des mannequins connus, alors il ne veut pas dire le nom, mais on sent bien qu'il brûle d'envie, en train de se faire défoncer, donc un langage très vulgaire. Il y avait ces 7 mannequins en train de se faire défoncer par 7 mecs sur des sofas au milieu de la pièce. Donc lui, naturellement, il regarde, ou peut-être même qu'il participe, il ne le précise pas. Donc mannequin, pute de luxe, showgirl, prostitution active ou passive, sexualité floue, transsexualisme, tout ça, tout ça tourne autour des mêmes choses. Le monde de la pègre, en fait. On est dans le monde de la malversation de la pègre. Il ment sur la hauteur des immeubles. Et bien sûr, en parlant de ces milieux de la nuit, au confluent du glamour, de la drogue, de la prostitution, du sexe un peu, du sexe chic ou je ne sais quoi, nous avons l'affaire Stormy Daniels. C'est parti. Stormy Daniels, qui d'ailleurs est un travesti, si vous faites un petit peu de transvestigation, que vous regardez sa structure osseuse, son visage et tout le reste, quand même c'est un peu difficile, surtout vu son métier, dans la partie, c'est assez répandu. Stormy Daniels est donc une actrice et une réalisatrice de porno. Elle est approchée par Donald Trump, draguée on peut dire, et puis elle est invitée chez lui dans son appartement tout doré, où ils parlent comme 2 honnêtes businessmen autour d'un verre. Bon, on imagine très bien. Et puis ça se finit au lit. Stormy Daniels dit que c'était vraiment nul. Mais bon, en tout cas, elle a dit oui. Et donc, notre cher Donald lui a promis, en échange de cette petite partie de jambes en l'air, de la faire participer à son émission The Apprentice à la télé, qui a une forte audience, qui jouit d'une forte audience, et par laquelle Stormy Daniels, stripteaseuse à la petite semaine, pourra quand même peut-être se faire un nom. Voilà. Et puis 1 an passe, et puis les choses n'arrivent pas, et la demoiselle, Stormy Daniels se lasse. Et puis pour effacer les traces de cette liaison un peu gênante, on envoie un nettoyeur de plus, l'avocat Michael Cohen, proposer de l'argent à Stormy Daniels pour qu'elle ferme sa gueule sur cette liaison, chose qu'elle ne va pas faire. Ce qui est amusant, sous l'angle des choses symboliques, Stormy Daniels. Stormy, c'est un nom de scène bien sûr. Storm, c'est la tempête. Daniels, c'est un nom de famille. Mais Daniel, 45 comme le 45e président des États-Unis. Si nous prenons Daniel, 45, et il m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem. Daniel, 45. Ce qui nous ramène à cette maison à Jérusalem et au rapport de Trump avec Netanyahou. Netanyahou, à qui Donald Trump offre la clé de la Maison Blanche. C'est un gage de notre affection qui vous est donné par moi et par la Première Dame, pour vous, le Premier ministre et la Première Dame d'Israël. Et c'est une clé, nous l'appelons la clé de la Maison Blanche, et c'est la clé de notre pays et de nos cœurs. Non content de lui reconstruire le temple à Jérusalem, il lui offre les clés de la Maison Blanche. Qu'est-ce que ça signifie quand le président en exercice, au nom de lui-même et de la Première Dame, et peut-être même de tout le peuple américain, offre les clés symboliques de son cœur, ça c'est encore un langage codé, et les clés de la Maison Blanche aux représentants de l'État d'Israël? Je vous demande de vous interroger sur la question, parce que ces actes-là, qui sont accomplis à la face de tous, sans soulever la moindre réaction, sont à la fois des tests d'obéissance, mais aussi des rituels destinés à leur donner à eux un certain pouvoir et nous à nous hypnotiser. Donald Trump offre à Benjamin Netanyahou une clé d'or, qui est la clé de la Maison Blanche.
et il m'a chargé de lui construire une maison à Jérusalem. Trump, Cyrus, Apollon. Et puisque nous sommes dans les citations bibliques, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Voici Apocalypse 9, 11. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Apocalypse 9, 11. Intéressant. C'est là que nous apprenons que le dieu Apollyon, le dieu soleil, Apollon, le fils de Zeus, roi du tonnerre, roi de la tempête, Apollon est l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, est-ce que c'est pas l'ange déchu? C'est-à-dire que Lucifer et Apollon ne font qu'un, c'est ce que nous dit l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous dévoile des vérités tout en nous les cachant. Donc Trump, qui est Apollon, et en hébreu Abaddon, qui est le serviteur de l'ange de l'abîme, voilà qui nous ramène invariablement à ce porteur de lumière, qui est Apollon, mais qui est Lucifer, qui est Mitra, et qui a plein d'autres noms, mais qui est toujours ce même être du culte solaire, Sol Invictus, auquel nous sommes censés rendre un culte.